J'ai tourné une vidéo YouTube avec un milliardaire de Genève qui a beaucoup investi dans l'immobilier en Suisse. Il m'a dit: Edouard, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier en Suisse pour gagner de l'argent à l'étranger pour en perdre. Le système de financement en Suisse est basé sur la confiance dans le marché immobilier suisse. Et les banques ont tellement confiance dans le marché immobilier en Suisse qu'à partir du moment où vous avez 35% de fonds propres investis dans l'immobilier, aux yeux de l'établissement de financement, elle n'a plus de risque. Je me estime en 23 ans dans l'immobilier en Suisse, qui est un domaine vraiment, c'est vraiment l'idée par l'ancienne génération. La moyenne d'âge pour acheter en Suisse, pour devenir propriétaire aujourd'hui, c'est 46 ans. Et j'ai le sentiment que les Français fortunés ont une pression assez importante sur les épaules aujourd'hui pour trouver une solution pour protéger leur fortune. Et j'ai le sentiment qu'il y a une perte de confiance absolument énorme chez les Français dans le gouvernement, dans leur fiscalité. Donc j'ai beaucoup de monde De Français qui veulent venir s'expatrier. La majorité sont déjà là et se disent: je veux tout ramener en Suisse parce que je veux protéger mon patrimoine et je veux investir ici. Au niveau du système justement de l'achat immobilier en Suisse, quelle différence il y aurait avec d'autres systèmes? Comment ils fonctionnent? Comment ils s'articulent un petit peu? Bon bah tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui dans ton domicile, du moins dans tes bureaux. D'ailleurs, très très beau bureau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Edouard est quelqu'un qui est spécialisé, expert dans l'immobilier en Suisse, mais je vais le laisser se présenter par la suite parce qu'il sera mieux expliquer son domaine d'expertise. C'est quelqu'un que je voulais très certainement avoir sur la chaîne et qu'on m'a beaucoup demandé des informations sur l'immobilier en Suisse. Donc, ça va être le moment de pouvoir échanger sur le sujet. On va tout d'abord commencer par parler un petit peu de son parcours, sa scolarité, comment il en est arrivé là et un petit peu l'entrepreneuriat. Puis après, par la suite, on va parler un petit peu plus d'immobilier en Suisse, comment ça fonctionne pour toutes les personnes qui voudraient investir sur le territoire. Et je pense que c'est la bonne personne. Donc tout d'abord, enchanté, Edouard, de faire ta connaissance pour la première fois. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre un peu mieux ce que tu fais dans ta situation? Merci à toi Jordan pour l'échange. Avec plaisir. En fait, c'est assez simple. Moi, j'ai une vie, une éducation très suisse en Suisse. Donc, je suis né en Valais et j'ai grandi en Valais. Donc, j'ai eu une enfance parfaitement suisse, petite maison individuelle, jouer avec ses voisins, etc. Et puis, école traditionnelle complet publique. Et puis ensuite, après, avec le temps, je suis tombé dans le secteur immobilier complètement par hasard. Donc c'était vraiment, j'étudiais l'ingénierie électrique à Yverdon, dans une Ok. école d'ingénieur. Et j'aimais beaucoup l'école et les cours, mais pas convaincu par la finalité. Donc la carrière après l'école. Et donc c'est là que j'ai décidé de trouver un échappatoire. Et c'est passé par l'immobilier par hasard. Donc en gros, j'ai pu faire un stage en résidence secondaire, dans une station de ski de courtage. Ok. Et voilà, il m'a fallu grosso modo 24 heures pour comprendre que c'était le domaine dans lequel je voulais évoluer. Donc j'ai fait ça entre la première et la deuxième année de l'école d'ingénieur. Ok. J'ai testé un jour, ensuite une semaine, ensuite 3 semaines, ensuite tout l'été. Et après j'ai appelé l'école pour faire une année sabbatique et j'ai fait une année où j'ai fait que ça. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux que après j'ai commencé les formations au maximum. Donc euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai fait des formations de base en immobilier et puis ensuite plus poussées, voilà. Et pour aboutir aux brevets fédéraux. J'en ai fait deux maintenant. Je suis en train d'ailleurs de finir le diplôme fédéral maintenant. Alors, dans quel secteur les deux? Et c'était le premier brevet, c'est l'expertise immobilière, c'est des évaluations économiques d'immeubles. Ok. Euh, j'ai commencé par ça parce que ça me paraissait le plus pertinent pour de l'investissement immobilier, justement pour comprendre comment est-ce qu'on détermine une valeur d'un objet, surtout des objets spécifiques évidemment. Donc, parce qu'appartement maison, c'est un peu plus simple, un peu plus basique. Mais quand c'est à l'industriel, un projet de développement, un immeuble à surélevé, voilà, ça commence à être un peu plus spécial et compliqué. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Dès que j'ai terminé ce brevet, j'ai commencé les vidéos sur Internet. Donc ça, c'était Ok. en 2022. Le 1er juin 2022, j'ai réussi le brevet. Le 1er juillet, j'ai commencé à poster sur Ok. Internet. Donc, tu attendais vraiment la validation de ce diplôme pour démarrer ton aventure ou c'est juste que s'en est suivi? Ouais, non, j'attendais le diplôme. Ok. J'attendais le diplôme parce que, voilà, j'avais 23 ans, du coup.
Et je me suis dit, ben, 23 ans dans l'immobilier, enfin, qu'est-ce que en Suisse, hein, qui est un domaine vraiment, c'est vraiment l'idée par l'ancienne génération, hein, la moyenne d'âge pour acheter en Suisse, hein, pour devenir propriétaire aujourd'hui, c'est 46 ans. Donc, on est certainement les plus vieux du monde à acheter un bien immobilier résidentiel pour sa résidence principale. Euh, et donc, et puis la moyenne d'âge d'un propriétaire de manière générale, hein, ça c'est pour la première acquisition, mais pour l'acquisition de sa résidence principale, mais la moyenne d'âge d'un propriétaire de manière générale, ça doit être largement plus que 50 ans. Et donc c'est assez affolant. Donc évidemment, à 23 ans, bon, bah, moi ce que je me suis dit, c'est euh, j'attends d'avoir mon brevet fédéral pour valider mes connaissances, ce que j'ai fait. Et ensuite, dès que je l'ai eu, je me suis dit, je poste 3 vidéos par jour pendant 10 ans et je capitalise sur ma génération. Donc si ça marche pas, bah, j'aurais fait ça pendant 10 ans. Et bon, si ça marche pas en 10 ans, bah, c'est que en fait, il fallait pas faire ça, quoi. Et en fait, en 6 mois, ça a très vite marché. Ça a pas marché pendant 3 mois, hein, mais en 6 mois, ça a très vite marché. Et puis après, bah, j'ai simplement continué à développer. Et selon toi, qui a fait que au début ça marchait pas, au tout début, et que ça a marché? La persistance, peut-être un nouveau positionnement? Non, bon, alors c'était un peu nouveau, ouais, certainement, mais ouais, c'est le volume, hein. Ok. C'est la résilience. Je pense que c'était 3 vidéos par jour pendant 3 mois, tous les jours. Mais ça fait beaucoup de vidéos, hein, en fait. Ouais, ouais. Ça fait vraiment beaucoup de vidéos. Surtout que tu as Donc, ouais. direct mis quand même un certain standing sur tes vidéos. Parce que, du moins en tout cas, je trouve que tu avais quand même déjà, bah, moi dès que je t'ai vu arriver, un certain cadre. Parce que par exemple, moi j'avais fait un peu le même schéma sur TikTok quand j'avais démarré il y a 5 ans, 3 vidéos par jour, mais c'était un peu plus à va-vite. Toi, tu es arrivé direct, je pense, avec un peu plus un cadre, un positionnement plus précis peut-être. C'est possible. Bon, c'est très niché ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est pas la qualité du montage vidéo ou des vidéos en général qui font que ça marche ou pas, hein, sur Ok. les réseaux sociaux. C'est le message qui est délivré. Si c'est une bonne vidéo, c'est une vidéo qui fait du sens, qui fait du sens pour les gens, ou qui est pertinente pour les gens, ça va marcher. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant, j'ai une collaboratrice qui avait débuté ici chez Invet qui m'avait dit, Puis regarde, en fait, j'avais complètement oublié, mais il y a 2 ans, ma fille avait envoyé ça sur le groupe famille. Puis en fait, c'était une vidéo de moi qui parlait des maisons individuelles, parce qu'ils étaient propriétaires d'une maison individuelle. Et puis en fait, c'est marrant, mais j'ai dû me retrouver dans. En fait, j'ai réalisé que j'ai dû me retrouver dans plein de groupes famille, juste parce que c'était très, très. Enfin, c'est très niché, quoi. Je veux dire, la Suisse romande, bah, c'est tout petit. Mhm. Et on est tous un peu confrontés au même. Bien que le marché immobilier soit très hétérogène, on en parlera certainement après, mais on est tous confrontés un peu aux mêmes réalités que j'ai partagées dans une vidéo et qui étaient relayées assez massivement, quoi. Donc voilà. C'était quoi le sujet de cette vidéo-là? Je Dis-moi disais qu'il ton fallait pas vendre sa maison, c'est tout. Ouais, Voilà. par rapport à la hausse, par rapport au fait que ça ne peut pas baisser en immobilier en Suisse, c'est ça? Ouais, par rapport au fait que les maisons individuelles sont très rares, qu'elles sont de plus en plus rares. Et ça, c'est un discours que je maintiens d'ailleurs, que je dis depuis le jour 1, et que je maintiens, et même que les maisons aujourd'hui, sur les statistiques en immobilier, prennent moins de valeur que les appartements. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est juste une question de temps. C'est parce que historiquement, avant l'introduction de la copropriété par étage, donc de la PPE, qui existe d'ailleurs en France, hein, mais sous un autre nom certainement, c'est des immeubles en PPE, ça veut dire la possibilité d'acheter un appartement séparé dans un immeuble qui date de 1965. Avant ça, on avait simplement des maisons individuelles sur le territoire. Donc jusqu'en 1965, il n'y avait que des maisons ou des immeubles euh, propriétés de propriétaires individuels quand ils avaient de l'argent pour acheter des immeubles, mais un immeuble en entier, ou alors des sociétés de capitaux, donc des SA, des fonds immobiliers, plus tard des caisses de pension. Et puis c'est pour ça qu'il y a un volume de maisons, une quantité de maisons énorme jusqu'en 1965, qui a été réduite drastiquement à partir de 65 jusqu'à maintenant, et de plus en plus. Donc chaque année, on construit moins de maisons. Et donc, ce que les gens ont de la peine à comprendre, je pense, c'est l'inertie d'un marché immobilier qui est très très important. C'est sûr, quand le 90% du territoire est construit de maisons individuelles jusqu'en 1960, c'est certain que l'inertie prend des dizaines et des dizaines d'années avant de voir le prix des maisons exploser. Mais on le verra, et ça j'en suis intimement convaincu et je le maintiens, jusqu'à ce que, on verra, et je continuerai à dire que les maisons vont prendre beaucoup de valeur. Et le jour où les politiciens, notamment je pense les Verts, sortiront une initiative pour interdire la construction de maisons individuelles. Et je pense que ça arrivera un jour, on le verra. On le fait déjà indirectement par des règlements, mais je pense que ça arrivera un jour. Bah, à ce moment-là, voilà, ça consolidera ce que j'aurais dit
pendant toutes ces années. Il y a une loi, parce qu'il me semble que j'avais vu dans un de tes shorts, la latte, c'est ça? Mhm. Il y a une loi, la latte, ça veut dire qu'on peut plus construire sur le sol. Il y a quelque chose comme ça, non? Non, l'aménagement, la loi sur l'aménagement du territoire, elle date des années 70, hein, début des années Ok. 70, même fin des années 60. Mais c'est une loi qui a jamais réellement été appliquée Ok. jusqu'en 2012. Et quand on l'a révisée au début des années 2010, c'est milieu des années 2010, hein, on a voté en 2013, c'était introduit en 2014, c'est une révision de cette loi qui a provoqué sa vraie utilisation, donc sa vraie mise en application. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que on a vu vraiment une baisse drastique de construction de maisons individuelles et une augmentation de la densification. Ça veut dire on veut construire, on veut plus étaler les gens sur le territoire parce qu'on n'a pas la place en Suisse, donc on veut les empiler les uns sur les autres. Mhm. Et c'est ça le but de la loi. Et puis c'est la Suisse qui l'a voté, donc c'est les Suisses qui l'ont voté, hein. En Suisse, là, on a la possibilité de... Toutes les Mhm. initiatives sont votées par le peuple, sont acceptées par le peuple, et donc ça a été accepté, cette révision de la loi. Et puis, c'est exactement ça ce que je disais avant. Par règlement, j'entends le règlement des constructions de chaque commune a introduit la possibilité, la réduction de construire de moins en moins de maisons individuelles. Ça veut dire qu'on augmente la densité des terrains. C'est-à-dire que les terrains qui sont déjà construits, on transforme, si on veut, des maisons individuelles en petits immeubles, les petits immeubles en grands immeubles, et les grands immeubles en très grands immeubles. C'est comme ça que petit à petit, on supprime la possibilité de faire des maisons individuelles. Et puis ça, on l'a fait. Alors, on s'est déjà appliqué. J'ai des cas concrets, hein, de communes ou des régions dans lesquelles il n'y avait que des maisons individuelles. Puis aujourd'hui, c'est le plan d'aménagement du territoire ou le plan directeur communal voilà, ou le plan d'affectation. C'est différents noms, mais c'est exactement la même chose dans différents cantons parce que voilà, la Suisse étant cantonale, c'est assez. La Suisse étant un pays fédéral, chaque canton fonctionne un peu différemment, hein, donc les termes sont différents en fonction des cantons, mais le système c'est exactement le même. Dans ces plans d'aménagement de chaque commune, eh bien, la commune va déterminer où est-ce qu'on peut faire des maisons ou pas. Puis on voit les régions où est-ce qu'on peut faire des maisons individuelles qui se réduisent drastiquement. Donc voilà, ce qui va propulser les prix vers le haut. Mais ça prend énormément de temps. Et ça continuera de prendre beaucoup de temps. Et selon toi, que ce soit appartement ou petite maison, les deux vont croître sur les années? Ou est-ce que tu n'as pas la même vision sur justement les appartements? Comment tu vois un peu la différence entre les deux? Aujourd'hui, c'est les appartements qui prennent plus de valeur, où la pente est plus agressive, année après année. Je pense que, j'ai aucun doute sur le fait que les prix vont continuer de monter partout, simplement parce que là, on a artificiellement réduit drastiquement l'offre sur le marché, euh, euh, et, et, euh, et on n'est pas prêt d'inverser la tendance, je pense. Ok. Donc en fait, à moins qu'on supprime définitivement l'évolution démographique, donc on réduise à néant l'immigration, par exemple, euh, on aura des augmentations de prix très importante. Et même s'il fallait freiner ou arrêter l'immigration demain, on aurait quand même toujours des augmentations de prix sur le marché aujourd'hui. Donc je pense que les appartements vont prendre de la valeur. Enfin, ils continuent de prendre de la valeur. Je pense juste que les maisons vont surperformer à un moment donné. Mais c'est pas encore arrivé. Ok. Mais elles vont surperformer pour sûr. Et d'ailleurs, c'est arrivé, mais dans des régions spécifiques. Typiquement en ville ou en périphérie de ville, vraiment très proche de la ville, les maisons surperforment déjà les appartements. Donc là, on peut plus en construire déjà depuis un moment. Mais je dirais de manière généralisée sur le territoire, ça arrivera, mais ça arrivera un peu plus tard. Ok. Ok, ok. Ouais, très intéressant, très intéressant. Et par exemple, on pourrait prendre une ville comme Genève où on peut plus construire, je pense. Si, on peut encore construire des maisons sur Genève? Genève, c'est super rare. Ouais, voilà. Des projets neufs, de maisons individuelles à Genève, non, ça n'existe pas. Ok. Ça existe à rive gauche ou rive droite, mais bord du lac. Ouais. Des autres, mais qui ne représentent pas du tout la moyenne des gens. Je veux dire, c'est des maisons forcément à dizaines de millions. Et donc, ce genre de maison individuelle, oui, ça existe et ça continuera d'exister. Mais je veux dire, le nombre de parcelles disponibles pour faire ce genre de maison, c'est très très limité. Mais autrement, tous les nouveaux projets de construction à Genève, c'est des maisons mitoyennes. Et il y en a beaucoup à Genève, il y en a beaucoup, beaucoup, parce que toutes les régions ne sont pas destinées à faire des immeubles, mais les régions qui sont je parlais avant, je disais, les maisons sont remplacées par des petits immeubles, qui sont remplacés par des grands immeubles, mais il y a aussi des maisons qui sont transformées en maisons mitoyennes. Je veux dire, et aujourd'hui, il y a énormément de projets comme ça, c'est-à-dire il y a une maison, d'ailleurs, je suis sur un projet exactement comme ça. C'est-à-dire, il y a une maison sur un terrain, et puis ce même terrain avec cette même maison devient 3 maisons.
Et c'est simplement qu'au lieu d'avoir une maison avec un terrain de 1000 mètres carrés ou de 900 mètres carrés, aujourd'hui, tu as une maison individuelle avec 900 mètres carrés, tu as 3 maisons avec 300 mètres carrés de terrain qui sont mitoyennes. Et ça, à Genève, c'est un phénomène qui s'est répandu drastiquement partout Ouais, depuis donc c'est pour longtemps ça déjà. c'est pour ça que ça fait l'attractivité en tout cas de la Suisse au niveau des personnes un peu plus aisées, parce qu'il faut quand même un certain budget pour venir investir en Suisse. Mais le fait que ce sentiment de rareté de la propriété fait aussi l'attractivité au niveau des personnes un peu plus aisées sur l'international, on va dire. Certainement, ouais, certainement. Après, moi, ce que je voulais revenir un petit peu, c'est, bah, comme tu l'as dit, de par certains shorts assez précis que tu as pu faire sur les réseaux, tu as commencé à avoir une croissance, mais quelle a été réellement la croissance? Du moins, est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur, peut-être tu as démarré avec 0 abonné, en moins d'un an, tu as atterri avec tant, du moins, comment tu t'es imposé comme pionnier sur ce marché-là? Parce que, bah, à ma connaissance, tu es le pionnier du marché immobilier en Suisse. C'est une bonne question. Franchement, j'ai pas regardé. Évidemment, on regarde l'évolution des abonnés qu'on a, c'est important pour nous, mais c'est pas du tout une statistique qui nous intéresse Ok. vraiment. Je dois dire que moi, quand j'ai fait ça vraiment purement pour le business, hein. Ça veut dire que je chasse pas du tout les abonnés, c'est pas mon objectif. Je préfère largement avoir 10 000 abonnés qui sont très qualifiés Bien sûr. que 200 000, je veux dire, qui ont rien à voir. 200 000 Français, ça m'intéresse pas, par exemple. Ça n'a rien à voir avec mon business, et c'est inutile. Donc en fait, après le monde attire le monde, donc évidemment, si tu as plus d'abonnés, enfin bref, tu parais plus sérieux ou plus crédible. Mais moi, c'était que pour du business, c'est-à-dire j'ai voulu lancer mon activité parce que le lancement d'Invest, je l'ai fait parce que j'adore travailler. Et je pense que ce que je me suis rendu compte en travaillant, c'est que la meilleure façon de pouvoir travailler un maximum, c'est de travailler soi-même en fait, Mhm. pour pouvoir travailler plus, hein. Donc c'est pour ça qu'en gros, grosso modo, j'ai lancé une VED parce que je savais que c'est un truc qui me passionne complètement. Je voulais pas de plafond et donc je me suis dit bon bah voilà, si je veux, si je veux pouvoir travailler plus, je travaille pour moi. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est pour moi, c'était la seule source d'acquisition de clients que je connaissais. Pas simplement parce que j'ai grandi avec YouTube et Mhm. donc je voyais ces communautés sur YouTube et donc c'était une évidence. J'ai jamais grandi avec un journal dans les mains. Donc j'avais pas de en fait, j'avais pas d'autre solution. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est gratuit, ça demande des efforts, faut faire des efforts, c'est tout. Mais c'est une question de volume, de temps et puis surtout de qualité de contenu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai attendu d'avoir le brevet. Il fallait que j'ai des vraies informations à partager. Je veux dire, ça sert à rien. Il y a tellement de choses sur Internet que ça sert à rien de partager du contenu qui est généraliste comme tout le monde le fait. Mhm. Et j'ai jamais parlé d'autre chose que de l'immobilier en soi. D'ailleurs, on le voit dans nos vidéos. Dès qu'on essaie de faire des vidéos où je parle un peu d'autre chose, où je parle un peu même de Inven en général, de la société, du business, de comment ça se passe, comment ça évolue, de l'équipe, de ce que je pense, de la vie, de ma vie, ça marche direct beaucoup moins. Je veux dire, les Ok. gens, ils sont là pour suivre notre contenu sur Ouais, pour l'immobilier, ça les l'immobilier, intéresse pour l'immobilier. l'expertise immobilière. Même ma vie à moi, je veux dire, ça les intéresse moins. Ils s'en foutent un peu de ma vie, quoi. Ah oui, bah, si Mais je peux mettre une petite parenthèse, parce que justement, pour ceux qui voient souvent les interviews sur la chaîne, j'aime toujours généralement commencer sur la personne, qui elle est, son parcours, comment elle en est arrivée à créer l'entreprise, parce que pour moi, c'est l'entrepreneur qui fait l'entreprise. Peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il en fait, c'est réellement qu'est-ce qu'il fait des clés qu'il a dans ses mains. Et Edouard m'a dit gentiment par message que, en gros, ça ne l'intéressait pas, que l'audience ne serait pas intéressée par voir son parcours. C'est très humble. Maintenant, moi, je trouve ça toujours intéressant. C'est pour ça que j'ai tenu un petit peu quand on en parle un petit peu. Mais bon, voilà, c'était pas un point sur lequel il voulait s'attarder plus que ça, parce que pour lui, ça intéresse vraiment son expertise. Il y a que ce facteur, même si je pense que l'humain derrière est tout autant intéressant que l'expertise qu'il a pu développer au fur et à mesure. Mais je trouvais ça important, parce que du coup, ça veut dire que tu es quand même relativement humble sur ce fait-là, et t'as pas forcément envie de te mettre au devant de la scène pour une raison A ou une raison B. ça, c'est plus les stats qui le disent, hein. C'est-à-dire, on fait moins de vues sur les vidéos où je parle de ma Mhm. vie à moi. Voilà, c'est un fact. Je parle du marché immobilier suisse mi-2025, où est-ce qu'on en est, ça marche bien. Je parle de moi, update de l'évolution de Nived. Après, Les peut-être. gens s'en foutent. Bon, du coup, pour parler un petit peu plus, pour aborder un petit peu ton entreprise, qu'est-ce que Inved? Qu'est-ce que vous faites réellement au sein de cette entreprise? Quelle est votre cible? Euh, Comment vous dénichez vos clients? Du moins, quelle est l'activité réelle? Alors, chez Inved, c'est assez simple. On est spécialisé dans l'expertise économique immobilière et le conseil en matière immobilière. Donc, on est très orienté investisseurs privés qui souhaitent investir dans l'immobilier en Suisse romande.
On fait que ça, que de l'immobilier. On est 14 aujourd'hui dans l'équipe avec un bureau à Sion, un bureau à Vevey. Sion, c'est là où on a démarré. Donc on a une personne qui bosse là-bas. Moi, je vais là-bas un jour par semaine à peu près. Mais je dirais que c'est le bureau où on rencontre nos clients valaisans plutôt. À Sion, on partage un bureau. Et Vevey, c'est le bureau principal quand même avec 13 personnes ici. Et, Ok. et puis voilà. Puis c'est comme ça qu'on développe les affaires. Dans les 14 personnes, on a 4 experts avec brevets fédéraux. Ok. Euh, et puis, euh, euh, deux développeurs IT. Donc les 4 experts avec brevets fédéraux, ils passent leur temps à faire des expertises économiques immobilières, conseiller les personnes pour investir. Et puis les 2 développeurs IT. On a une équipe assez hétérogène d'ailleurs, c'est intéressant. Euh, les 2 développeurs IT, ils font qu'une plateforme qui nous aide, nous, dans le cadre du service. Donc en fait, c'est là où on est en train d'investir le plus. Je pense que c'est là qu'on va développer le plus. C'est sur la partie tech un peu du business qu'on fait. Ok. Ça veut dire qu'on a on est au service de nos clients, mais on utilise des outils technologiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, automatiser, améliorer. Et voilà. Et d'ailleurs, accessoirement, en fait, en gros, nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Enfin, 2 ans et demi maintenant, hein. Ça a démarré vraiment. Moi, InVed, j'ai commencé le contenu il y a 3 ans, j'ai commencé InVed économiquement il y a 2 ans et demi. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a avec on a testé manuellement un peu ces conseils en matière immobilière qu'on fait et les expertises. Puis ensuite, maintenant, on est en train d'automatiser, d'améliorer avec des outils. Donc, d'améliorer considérablement ce qu'on fait pour pouvoir aller beaucoup plus vite et faire les choses mieux et moins cher pour les gens. Donc, c'est ça qu'on a pu intégrer. Et là, je suis très très content. Cette plateforme là qu'on a développée, on est en train de la sortir C'est et ça marche bien. Ouais. c'est quelque chose d'accessible en ligne ou c'est quelque chose qui est réservé pour l'instant pour les clients? C'est purement réservé pour les clients. D'ailleurs, on n'a même pas lancé encore. Ok. On est vraiment en phase de test. On a onboardé les clients existants. Et on commence à intégrer des nouveaux clients. Puis en fait, je suis très très content au moment où on fait cette vidéo, hein, mais je suis très content du résultat que c'est en train de donner. Et puis de ce qu'on va pouvoir faire avec ça, quoi. Donc le but, c'est assez simple. On est là pour vous conseiller pour l'investissement, fixer la stratégie, la structure juridique, le financement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on devrait faire avec qui. Et puis ensuite, et puis évidemment, donc on s'occupe pas nous-mêmes du financement immobilier. On n'est pas des courtiers en financement immobilier. On travaille avec des courtiers. Et puis ensuite, nous, on s'occupe vraiment de la partie immobilière. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon deal, analyse de deal, sourcing de deal, trouver une opportunité, l'analyser et faire un bon investissement. C'est ça on se focalise là-dessus. Ok, ok. Et au niveau de tes clients, tu m'as parlé un petit peu de plusieurs types de clients cibles, disons. Est-ce que tu pourrais en dire plus? De clients cibles, bah, en gros, c'est super simple, hein. Nous, on a 2 tiers de propriétaires dans nos clients, je dirais à peu Ok. près. Des personnes qui ont déjà investi ou acheté et qui souhaitent développer leur patrimoine. Donc voilà, ça, c'est la majorité des clients, je dirais. Après, on a le reste, donc ce qui reste, c'est des personnes qui veulent rentrer là-dedans, justement. Donc des personnes qui ont du cash et qui souhaitent investir, tout simplement. Et puis, c'est comme ça que ça marche. Donc, on a vraiment des personnes qui ont, je dirais, grosso modo, entre 100 000 et au-delà sans avoir vraiment de plafond. Je dirais qu'on a des services un poil différents en fonction de la quantité de fonds propres. Et puis ensuite, après, on les aide simplement à investir dans le marché suisse romand. Et par exemple, un frontalier, un résident qui voudrait venir domicilier sur le territoire, lui, vous pouvez l'aider pour sa résidence principale ou pas forcément Ouais, bien sûr, on pourrait le conseiller pour sa résidence principale, c'est clair. Nous, ce qu'on fait pas, ce qu'on sait pas faire, nous, c'est la partie expatriation, hein. Donc voilà, on maîtrise pas ça, hein. Ok, Évidemment, ok, on fait oui, que bien sûr. l'immobilier, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc l'intégration en Suisse, permis B, tout ça, c'est des choses qu'on fait pas. Mais par contre, après, ouais, bien sûr, il peut acheter sa résidence principale ou même un investissement de rendement pour n'importe quel Français qui souhaite investir en Suisse. Il peut acheter, hein, d'un point de vue immobilier, hein, à partir du moment où il a un permis B. En Suisse, il Mhm. achète comme un Suisse. En gros, hein, tous les ressortissants de l'Union européenne achètent comme un Suisse, donc ça veut dire qu'il peut créer des sociétés, faire des investissements d'une fois qu'il a son permis B, ou acheter sa résidence principale, ou les deux. Il n'est pas limité. Un permis C, ressortissant Union européenne, c'est pareil. Et puis après, permis B, ressortissant hors Union européenne, là, c'est résidence principale uniquement, l'acquisition. Ok, Et puis permis C, ressortissant hors Union européenne, c'est comme un Suisse. En gros, c'est comme ça que ok, ça marche. ok, ok. Et si tu devais parler un petit peu dans ton entreprise, bah, quels sont les plus gros échecs que tu as pu avoir et par la suite, on parlera un petit peu des paliers, au contraire des succès que tu as pu accomplir. Euh, je dirais que c'est une bonne question.
là où je suis content de où est-ce que c'est en train d'aller, c'est qu'on a vraiment testé un modèle, nous, pendant 2 ans et demi maintenant, pour aider les gens à investir. Puis aujourd'hui, avec l'intégration de la technologie et ce qu'on arrive à faire avec les devs, c'est quelque chose de vraiment bien, vraiment positif. Je suis super content de là où on est en train d'aller, la direction qu'on est en train de prendre. Donc ça, je pense que c'est très, très positif pour l'activité qu'on a et pour les personnes qui souhaitent investir. On peut vraiment les aider. Et je suis très satisfait de ça. Je dirais que sur le reste, bon, voilà, peut-être que ce que j'aime le moins, moi, dans l'activité du business de manière générale, parce qu'évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de l'immobilier. C'est toute la partie de management, quoi. Donc, c'est le développement de l'équipe, même qu'on a une super équipe aujourd'hui. Donc, dans les 14, on a vraiment une très très bonne équipe. Je suis très content de comment ça collabore et comment on travaille ensemble. Alors qu'on a des années de naissance, grosso modo, quasiment de 2004 à 64. Ok. Donc c'est une équipe très hétérogène en âge et en secteur d'activité. Les personnes qui s'occupent de la création de contenu n'ont rien à voir avec les personnes qui font de l'expertise immobilière. Donc on a un peu des silos comme ça dans l'activité de la société, très séparés les uns des autres. Mais ça fonctionne très très bien tous ensemble et pour ça je suis très content. Donc le but c'est de continuer à développer, ça c'est clair, la société, continuer à croître, à grandir, à se développer, potentiellement un jour mettre un pied plus à Genève, voilà, avec un bureau là-bas ou j'en sais rien. Ok. Et puis à se développer plus en Suisse romande. Je veux rester sur la Suisse romande. On est devenu très bon là-dedans. On n'ira jamais certainement en France faire de l'immobilier, ce genre de choses. On est concentré sur la Suisse romande. C'est déjà compliqué ici. Je trouve le marché immobilier, c'est cantonal, la Suisse. Donc chaque canton fonctionne un peu différemment, utilise des mots différents pour les investissements, enfin pour l'immobilier. Les lois sont différentes. Il y a des lois cantonales, des lois fédérales, des lois communales, même des règlements communaux. Donc en fait, il faut être très très bon pour maîtriser d'un point de vue micro-situationnel son investissement. Et donc c'est pour ça qu'on est concentré uniquement en Suisse romande, même en Suisse alémanique, on va jamais tellement à Berne un peu, parce que voilà, ça parle Parce que du coup, français à Vienne. t'aimerais quand même te développer sur Genève aussi. Parce que toi, c'est quoi tes cantons vraiment cibles? Ça, Ouais, Suisse romande. Suisse Honnêtement, on romande. bosse beaucoup avec des Genevois. On Ok. bosse beaucoup avec des Genevois. Et moi, j'ai des investissements à Genève. Ok. Pas mal, ouais, des projets là-bas avec des associés là-bas. Donc, c'est, je dirais là, c'est la Suisse romande. Le canton du Jura, un peu moins. On a beaucoup moins de personnes qui souhaitent investir là-bas. Mais on connaît des Jurassiens, évidemment, des personnes qui investissent qui sont Jurassiens. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a moins d'activité. Mais sinon, c'est vraiment la Suisse romande. Et au niveau de ta vision, où c'est que tu te vois avec cette entreprise ou toi-même dans le futur? Bon, moi, fondamentalement, je vais faire ça jusqu'à ma mort, en gros. J'ai pas trop d'intérêt à changer, à faire autre chose. Je suis convaincu par l'investissement immobilier en Suisse, je suis convaincu par l'immobilier suisse, le marché immobilier tel qu'il est. Euh, Ce qui va m'intéresser peut-être un peu plus avec le temps, c'est la politique. Et ça, j'ai envie de l'intégrer. Je veux pas faire de la politique, moi. Mais par contre, je veux le comprendre. Je veux en intégrer plus dans les épisodes de podcast parce que c'est hyper important pour l'immobilier et parce que je me rends compte en fait de la différence entre ce que dit un politicien et ce que fait un politicien. Et je dois absolument monter en compétence moi-même dans le domaine de la politique et de l'histoire de la Suisse. Et quand je pense que j'aurai atteint la maturité que j'attends d'atteindre pour ça, je vais intégrer beaucoup plus de politique et les challenger. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, parce que ça a une influence prépondérante sur le secteur de l'immobilier et l'industrie immobilière. Et c'est quelque chose que je veux intégrer. Sinon, pour le business de manière générale, on veut continuer la croissance, on veut continuer de se développer, et puis continuer les personnes à investir, d'aider à investir, à introduire du B2B certainement à un moment donné. Ok. Donc là, on travaille beaucoup en B2C avec les investisseurs privés, et puis on commence à être très bon là-dedans. Et le but, c'est de pouvoir après intégrer des aides certainement pour les entreprises, le B2B. Et voilà. Ouais, donc rester vraiment dans un objectif de croissance, toujours dans le même secteur d'activité, pas forcément, hormis s'axer sur le B2B, pas forcément créer beaucoup d'autres entreprises dans la niche. Notamment, par exemple, tu pourrais très bien créer une entreprise de courtage, notamment, qui pourrait venir appuyer celle d'Invet. C'est pas forcément le projet. Non. Non, c'est rester sur ce domaine d'expertise. Ouais, nous, c'est ce qu'on maîtrise. On a des produits qui vont se développer certainement avec ça. Mais c'est ce qu'on maîtrise, on veut rester là-dedans. Et puis après, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est partir à un moment donné en Suisse alémanique, ouais, effectivement, et avoir un Ok. pied là-bas et se développer là-bas. Mais bon, ça, qui dit Suisse alémanique dit allemand, dit suisse allemand, dit encore plus de micro régions à maîtriser. Et c'est compliqué. Tu
tu mets pas un Suisse romand, Suisse alémanique pour développer la Suisse alémanique. Tu mets pas un allemand, Suisse alémanique pour développer la Suisse alémanique. Donc, il faut le Suisse allemand qui parle français, qui comprenne bien. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Et voilà. Puis nous, là, aujourd'hui, on est beaucoup focalisé sur le contenu aussi que je réalise moi. Ça veut dire que c'est un petit peu. Les gens connaissent plus Édouard Claire que Inved. Et donc, c'est un peu l'intérêt. On est gentiment en train de changer ça aussi, hein, avec ces micros sur le podcast, par exemple. Mais on est gentiment en train de changer ça. Et puis le but, c'est que Inved se développe en suisse alémanique. Mais moi, je parle pas suisse allemand. Et je vais pas apprendre le suisse allemand pour faire des vidéos en suisse allemand. Je veux dire, je ferai un massacre, par contre, si je parlais suisse allemand. Mais tu veux quand même dissocier, parce que ça, je me suis déjà posé la question aussi, et c'est une grande question, mais tu veux quand même à un moment dissocier Inved de Édouard Claire. Parce que pour pouvoir être en mesure peut-être de scale ou de déléguer un peu plus précisément, sans qu'on associe directement ton entreprise à ton image. Bah, je fais partie d'Inved, moi. Inved, c'est moi. Donc en fait, j'ai pas de différence vie privée, vie professionnelle. J'ai toujours cette question avec mon numéro de téléphone. C'est numéro pro ou numéro privé. Moi, j'ai pas de différence entre les deux. C'est-à-dire, c'est moi, ça fait partie de moi, cette société. Donc là, on veut pas dissocier Edouard de Inved. Mais fondamentalement, là, le personal branding est aussi. Moi, je l'ai dit avant, c'était un peu le seul moyen que j'avais trouvé des clients. En fait, le personal branding, donc faire des vidéos pour générer des clients. Mais c'est pas, je sais pas comment on pourrait, on va pas complètement. Le but c'est pas de me supprimer moi, ou c'est pas que moi je fasse du contenu sur ma vie à moi. Voilà. Donc je vais continuer sur l'immobilier, je vais continuer à bosser sur Inved, et puis voilà, l'intérêt c'est vraiment continuer dans cette direction. Moi, j'ai pas de, je m'attends pas à un changement fondamental là-dessus. Et petite question, alors c'est peut-être indiscret, tu n'es pas obligé de répondre, mais au niveau d'Inved, tu es seul dans cette entreprise? Tu es seul gérant, CEO, directeur? Ouais, maintenant, ouais. Oui. Oui. Ouais. Du moins, tu as créé cette entreprise seul, voilà, c'est pas. Ouais, complètement. Ok. Parce que ça, c'est toujours un truc intéressant. Donc, c'est toi qui drive un peu la machine, qui est le dernier mot, on va dire, sur cette machine. Et c'est un peu l'image que j'ai ça s'est basé un peu sur l'image d'Edouard Claire, Inved. Et maintenant, ta question, est-ce qu'on veut séparer? C'est pas qu'on veut séparer. C'est que on veut juste, il y a le personal branding, et puis il y a la société. C'est deux choses différentes, mais on veut améliorer l'awareness et la connaissance d'Inved de manière générale, puisque c'est pas pour me réduire moi, c'est pour augmenter Inved. Voilà. Oui, mais pour que ça soit une entité dissociée quand même. Du moins, en fait, tu pourrais faire venir par la suite d'autres intervenants sur la chaîne, peut-être. Sur le profil d'Inved, notamment quelqu'un d'allemand. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ok, c'est pas forcément le but. Ouais, non, c'est ça, non. Mais c'est vraiment pas une priorité absolue. Ok. Et je sais que tu as un podcast. Avant de pouvoir continuer un peu plus sur l'expertise immobilière, tu as un podcast, mais du coup, le sujet, c'est quoi? C'est uniquement l'immobilier en Suisse? Est-ce que ça parle plus d'entrepreneuriat, du moins? Est-ce que tu as ta chaîne sous laquelle il y a un podcast également? Est-ce que tu pourras en dire un petit peu plus pour ceux qui voudraient visionner et en apprendre plus? Parce que là, ils vont en apprendre un petit peu sur ce format de 1 heure, mais il manquera toujours des informations parce que tu as une chaîne bien remplie. Donc, je présume qu'en 1 heure, on ne résumera pas la totalité de la Suisse et de l'investissement immobilier là-dedans. Ouais, bien sûr. Tout le contenu qu'on fait, alors aujourd'hui on a sorti plus de 3000 vidéos maintenant sur l'immobilier suisse pur, donc on est complètement focalisé là-dessus, mais on a fait le tour de beaucoup de sujets. Et voilà, donc tout est disponible on publie sur toutes les plateformes, hein. Donc pour le podcast, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Sur ta chaîne à toi, ouais. Edouard Claire. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ce sera disponible en description. Il faut toujours regarder la description parce que c'est là où je mets les chaînes de tous les intervenants pour ceux qui ne connaisseraient pas. Et alors maintenant, pour parler un petit peu plus d'immobilier en soi, pourquoi avoir choisi la Suisse plutôt qu'un autre pays? Parce que tu as passé ton diplôme ici, ton brevet fédéral, tu es né ici, donc tu comprends mieux ce secteur, mais as-tu des envies peut-être d'investir en France, en Espagne? On pourrait voir par exemple Bali, d'où je reviens dernièrement, mais où tu veux rester uniquement focus sur ce pays? Pour développer les investissements, tu dis, les affaires. Oui, pour l'investissement. J'ai tourné une vidéo YouTube avec un milliardaire de Genève qui a beaucoup investi dans l'immobilier en Suisse. Il m'a dit: Edouard, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier en Suisse, à l'étranger, en Suisse pour gagner de l'argent, à l'étranger pour en perdre. Et donc c'est pour ça que
Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne vais pas sortir du pays. En tout cas, j'ai peu d'intérêt de sortir du pays parce qu'en Suisse, il y a tellement de volume. C'est un petit pays, mais avec un volume gigantesque. Ce qui est particulier pour la Suisse aussi, évidemment, c'est les prix de vente. C'est le volume de transactions en montant. Parce que voilà, dans le top 5 des villes les plus chères du monde, bah, il y en a certainement 3 en Suisse, quelque chose comme ça. Donc, on a des prix qui sont très élevés. Et est-ce que tu aurais peut-être un indicateur à donner? Ce qui me semble, sur une vidéo, tu avais parlé d'une maison mitoyenne à Genève, je crois que c'est 3 millions. Il me semble que tu avais dit quelque chose comme ça. Ouais, oui, non, une maison individuelle, petite maison individuelle à Genève, 140 mètres carrés, un truc comme ça. En moyenne, c'était peut-être un peu en dessous de 3 millions. Je ne me rappelle plus, c'était 2 millions à Lausanne, 2 millions à Lausanne et autour des 3 millions. Mais oui, effectivement, c'était une vidéo que j'ai fait, mais il y a très longtemps. Ouais. Il y a très longtemps, et c'est assez représentatif de la situation en Suisse. 2 salles de bain, 3 chambres, un truc standard. Peut-être un peu plus que 140 mètres carrés, je ne sais plus exactement combien. Et c'est hallucinant. Et c'est pour ça que je dis, et donc si tu veux acheter avec 3 millions, et c'est ça que j'avais fait comme parallèle dans cette vidéo, si tu veux acheter avec 3 millions, une maison à 3 millions, il te fallait un truc du genre, 600 000 d'apport plus les frais d'acquisition, donc il te faut plutôt 700 000 d'apport. Et puis après, il te faut un revenu, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il te faut un revenu après de l'ordre de... si t'as... Attends, laisse-moi faire un calcul en 2 secondes. C'est assez simple en fait, il te faut un revenu de 550 000 francs par année à peu près. Ok. Qui est quasiment 2 conseils fédéraux. Et donc, c'est pour mettre un petit peu c'est pour montrer à quel point c'est compliqué. Et donc, c'est soit tu mets beaucoup plus d'apports et tu as moins de revenus, mais comment tu mets beaucoup plus d'apports que 600 000 francs, plus 100 000 francs, donc 700 000 francs, voilà, tu dois hériter à un moment donné. Et non, c'est particulier comme marché, comme situation. Mais ça, c'est valable pour des régions très très tendues, typiquement Genève. Oui, parce que j'ai entendu dire que dans le Valais, il y a quand même des propriétés bien moins chères. Je sais plus où c'est que j'étais, mais il me semble que j'avais une connaissance qui avait acheté autour des 500 000. Il me semble une maison. Ouais, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises. Il y en a plus beaucoup alors. Okay. Ça devait pas être maintenant, ou alors ça devait être dans une région un petit peu perdue. Mais parce que même à 500 000 aujourd'hui, en dessous d'1 million, honnêtement, une maison aujourd'hui, ça devient grosso modo assez rare. Une maison individuelle, je veux dire, pas une maison mitoyenne, individuelle. En dessous d'1 million, ça devient vraiment rare. Et voilà, mais c'est un marché, il est tel qu'il est. Hein. Il y a tellement d'inertie sur ce marché immobilier. Ce que les gens ont de la peine à comprendre aujourd'hui, c'est que sur moi, je passe mon temps à répéter dans des vidéos, évidemment que avoir une maison individuelle aujourd'hui, c'est tellement rare, et c'est tellement compliqué d'en acquérir une que toutes les personnes qui sont propriétaires de la résidence, d'une maison individuelle ne devraient pas la vendre. Et je le répéterai et je continue de le répéter jusqu'à ce que on ait un politicien, certainement qui proviendra des Verts, qui interdira avec une initiative la construction de maisons individuelles. Et c'est possible que ça arrive. Aujourd'hui, on le voit avec la loi sur l'aménagement du territoire, on le voit avec des règlements communaux, des plans d'affectation, des plans d'aménagement communaux, des plans directeurs communaux. C'est des noms qui veulent dire la même chose, mais qui sont utilisés différemment dans les cantons, sur comment est-ce qu'une commune va développer son territoire d'un point de vue immobilier. Et j'ai des cas concrets d'endroits, de régions, où les communes ont transformé la possibilité de construire des maisons individuelles en petits immeubles, des petits immeubles en grands immeubles, les grands immeubles en très grands immeubles. Et c'est comme ça qu'on est en train d'interdire les maisons individuelles. Donc ça prend énormément de temps. Ce que les gens ont de la peine à comprendre, c'est que avant 1965, il n'y avait pas la possibilité d'acheter un appartement individuel dans un immeuble en Suisse. Okay. En Europe, c'était à peu près partout pareil, si ce n'est que beaucoup plus tôt, juste après-guerre, certains après la Première Guerre mondiale, certains après la Deuxième Guerre mondiale, on a introduit les PP, les copropriétés, dont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et donc, initialement, l'introduction de la PP, elle a été faite pour reconstruire les pays après la guerre. Elle a été faite pour promouvoir l'accession à la propriété après la guerre, donc dans une période de crise compliquée. Et la Suisse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste attendu. Elle a regardé comment ça se passait ailleurs, puis ensuite elle a repris le schéma pour corriger les erreurs et appliquer chez elle. Voilà. Ce que souvent la Suisse a fait, accessoirement. Parce qu'elle n'a pas eu la guerre. Ici, c'était pas pour reconstruire le pays. Il n'a pas été détruit. En Suisse, c'était juste pour promouvoir l'accession à la propriété. Parce qu'il y a effectivement des parlementaires
à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de lire dans mon travail de diplôme, de lire des messages du Conseil fédéral de 1962, des alertes de 1950 de parlementaires qui disent OK, on a de plus en plus de sociétés de capitaux qui achètent des immeubles pour en faire du rendement, et on a de moins en moins de propriétaires individuels qui achètent un bien immobilier, simplement parce que le prix des terrains en 1950, il y a 75 ans, le prix des terrains devient trop cher pour qu'une personne achète et construise sa maison, parce qu'il n'y avait que des maisons et des immeubles dans les villes, des immeubles locatifs qui appartiennent soit à des privés qui avaient un immeuble dans lequel ils habitaient et ils louaient le reste, ou alors ils avaient leur famille dedans, soit à des sociétés de capitaux, fonds de placement, etc. Et donc en 1950, les parlementaires alertaient sur l'augmentation des prix des terrains et donc sur l'augmentation des prix du marché immobilier, et donc il fallait introduire une PPE. La solution de la PPE pour pouvoir justement faire l'acquisition d'appartements séparés, pour que les gens puissent acheter, le commun des mortels puisse acheter plus facilement sa propriété. Et donc ça a été entendu par le Conseil fédéral, il y avait évidemment des oppositions à ça, et puis ça a quand même été introduit finalement, puisque tous les pays d'Europe l'ont introduit. La Suisse a finalement introduit ça en 1962. Et à partir de 1965, donc le Conseil fédéral a fait un message en 1962 pour valider la possibilité de faire des PPE, et puis ensuite la loi est rentrée en 1965, enfin, la modification du Code civil, article 712, introduction de la PPE. Et à partir de là, c'est un seul article dans le Code civil, avec évidemment des lettres, mais bon, voilà, un seul article. À partir de là, la PPE a explosé, c'est-à-dire que toutes les constructions derrière, à 80%, c'était des PPE, donc des immeubles en PPE. Et puis donc ça a effectivement augmenté le pourcentage de propriétaires sur le marché immobilier suisse, de facilement de moins de 30% à 36%. Donc ça a quand même augmenté un peu. Après, on a baissé un peu. Voilà. Ça s'est stabilisé en grosso modo autour de 1/3 de propriétaires en Suisse. Et je disais ça pour dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 65, il n'y avait que des maisons individuelles et quelques immeubles. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, aujourd'hui, il y a encore un parc de maisons individuelles très important sur le territoire. Mais on n'en construit plus aucune. Et c'est pour ça que les gens ont de la peine à comprendre quand je dis ne vendez pas votre maison individuelle. Ils disent ouais, mais sur les chiffres aujourd'hui, chaque année, les appartements surperforment les maisons individuelles, à quelques exceptions près, notamment proches des villes ou des centres-villes. Simplement parce que là, ça fait un moment qu'on ne construit plus de maisons individuelles et il n'y en a plus du tout. Donc, mais pour le reste du marché, souvent les maisons sous-performent les appartements. Et je suis intimement convaincu qu'une maison individuelle, à partir de dans quelques années, quand l'inertie sera vraiment passée, parce que ça a 60 ans, la PP, c'est pas non plus si vieux que ça d'un point de vue immobilier, les maisons vont largement surperformer les appartements. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut garder des maisons individuelles. D'ailleurs aujourd'hui, chaque année, on en construit de moins en moins. Ça fait depuis avant les années 2000 même qu'on en construit de moins en moins. Et depuis la révision de la loi sur l'aménagement du territoire de 2014, on a voté en 2013 en Suisse pour la réviser, parce que cette loi date de 1970, mais on l'a révisée parce qu'on ne l'a jamais appliquée pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, on ne l'a jamais appliqué vraiment. Puis en 2013, on a dit bon, ok, il faut se réveiller, là, il faut l'appliquer. Et donc on a commencé à l'appliquer maintenant avec cette révision, fondamentalement. Et depuis cette révision, les maisons individuelles ont chuté drastiquement, parce que le but, c'est d'arrêter d'étaler les gens sur le territoire, mais c'est de les empiler à la place, pour qu'ils prennent moins de place, parce que les gens prennent moins de mètres carrés de terrain constructible. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. En 2012, il y avait 312 mètres carrés de terrain constructible par habitant sur le territoire en Suisse. Et aujourd'hui, il y en a 270, à peu près 275 mètres carrés de terrain constructible par habitant en Suisse. Donc évidemment, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente les prix. Et ça, c'est logique. Et voilà un peu pour la photo. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si vous, dans n'importe quel nouveau projet de promotion immobilière, très rarement vous avez des maisons individuelles dans quelques régions, genre Fribourg-Valais. C'est très rare, elles ont 500 mètres carrés de terrain max. Okay. Et vous avez à Genève, canton de Vaud, Lausanne, etc., vous avez que des maisons individuelles, que des maisons mitoyennes, pour toutes les nouvelles constructions. Oui, donc maintenant, il y a plus trop de projets qui se font de construction, par exemple sur Genève, de construction pure. Est-ce qu'il y en a encore De maisons ? Oui. De maisons individuelles, il y en a plus. Non, il y en a au bord du lac. Il y en a rive gauche, rive droite, des maisons à plus de 10 millions. Okay. Oui, il y en a. Ok. Ouais, donc ça concerne vraiment une infime partie des investisseurs. C'est pas le commun des mortels qui achète ça pour son quatrième pilier. Et au niveau du système justement de l'achat immobilier en Suisse, quelle différence il y aurait avec d'autres systèmes ? Comment ils fonctionnent ? Comment ils s'articulent un petit peu ? De financement immobilier ? Oui. Alors, il est très particulier en Suisse.
très particulier parce qu'on rembourse jamais sa dette. Et ça, c'est fondamentalement incompréhensible pour nos voisins français, nos voisins européens de manière générale. C'est un système qui fonctionne complètement différemment. Si on prend un exemple d'une résidence principale, par exemple, vous mettez en général 20% d'apport pour acheter la résidence principale. On pourra détailler de quoi est constitué l'apport. Et la banque met 80%, donc 800 000. Si vous achetez une maison à 1 million, par exemple. Donc 200 000 fonds propres, 800 000 la dette, et vous achetez une maison à 1 million. Ce qui est complètement traditionnel comme financement en Suisse, voire même de plus en plus rare. Okay, parce que ce ne sera pas une maison que vous allez acheter, ce sera un appartement. Du coup, oui. En gros. Et quand vous faites une acquisition comme celle-là, ce que la banque va demander, c'est qu'après 15 ans, vous ayez 35% d'apport dans la maison. Ça veut dire que vous devez amortir, en théorie, 35% du bien immobilier. Donc vous avez mis 20 et vous devez amortir 15, okay, pour arriver à 35. La banque, elle doit se retrouver ce qu'on appelle le premier rang en financement immobilier. Ça veut dire à 65% de la valeur du bien immobilier. Que la banque estime, qui s'appelle la valeur de gage ou la valeur de nantissement. C'est ce que la banque estime. Si vous payez trop cher, elle ne va pas estimer ça. Elle va estimer vraiment la valeur fondamentale de la, de la maison que vous avez achetée. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, vous devez rembourser 1% de la valeur du bien immobilier par année pour arriver à 35% de fonds propres investis dans le bien immobilier, 65% de dette. Et quand vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin d'amortir, vous n'avez plus besoin de rembourser. Pourquoi ? Parce que le système de financement en Suisse est basé sur la confiance dans le marché immobilier suisse. Et les banques ont tellement confiance dans le marché immobilier en Suisse qu'à partir du moment où vous avez 35% de fonds propres investis dans le bien immobilier, aux yeux de l'établissement de financement, elle n'a plus de risque. Ça veut dire que s'il y a une crise, les prix peuvent baisser, mais pas plus que 35% de la valeur du bien immobilier. Okay. Et donc c'est pour ça que elle, peu importe ce qui se passe, même s'il y a une crise, elle pourra toujours vendre, enfin, elle part du principe qu'elle pourra toujours vendre le bien immobilier si vous arrêtez de payer les intérêts passifs. Et elle retrouvera sa mise. Et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a des avantages fiscaux à rester endetté. Et donc économiquement, les gens utilisent beaucoup ça. Et voilà, et c'est une grosse particularité. Et au niveau des paliers, comment ils s'articulent réellement ? Du moins, le premier palier, l'apport, c'est uniquement de l'apport. Du moins, comment ça fonctionne exactement ? Parce que j'ai entendu troisième pilier, qu'on pouvait investir dedans. Mais comment ça fonctionne un peu Parce que c'est 3 paliers distincts. Ouais, dans les fonds propres, pour une résidence principale, mais on reste vraiment sur la résidence principale. Oui, les fonds propres qui sont les 20% d'apport à mettre sur le bien immobilier, donc typiquement sur l'acquisition à 1 million, 200 000 francs. Ces 200 000 francs, 100 000 peuvent provenir du troisième pilier, 3A, 3B, ou alors ça doit être du cash pur. Donc ça peut être du cash, de l'argent que vous avez en banque, ça peut être un 3A, ça peut être un 3B, ça peut être un compte titre avec des actions, ça peut être une donation. Ça peut être du matériel ? Une Rolex, par exemple ? Non. S'il y a des pièces d'art comme ça, ce serait un crédit lombard qui serait fait sur ces objets, qui serait mis en garantie pour dégager du cash pour faire l'acquisition. Mais à l'époque, ça se faisait, avant les années 90. Avec la voiture, des meubles, des machins. Voilà. C'est aussi pour ça que je crois que ça fonctionne ça pour la création d'entreprise, me semble-t-il. Ouais, la création d'entreprise, c'est possible. Ouais. Mais pas l'immobilier. Et donc ça, c'est pour l'apport des 10%. Ensuite, les 10% restants, pour arriver aux 20%, donc les autres 100 000, peuvent provenir du deuxième pilier. Le deuxième pilier, là, c'est la prévoyance professionnelle obligatoire que chaque individu résident en Suisse est obligé de cotiser. Et c'est une prévoyance professionnelle, mais qui nous appartient à titre privé. Et donc, on peut... chacun cotise pour sa part. Le premier pilier, tout le monde cotise c'est un fonds commun pour tout le monde. Et le deuxième pilier, chacun, c'est une cotisation professionnelle obligatoire, mais personnelle. Okay. Ce deuxième pilier peut être retiré à hauteur de 100% du deuxième pilier jusqu'à 50 ans. Donc, et puis ensuite, il peut être apporté donc, à hauteur de 10% ou plus pour l'achat de la résidence principale. Mais si on se cantonne aux 20%, c'est comme ça qu'on peut les constituer. Ça veut dire que si on a du troisième pilier et du deuxième pilier, on peut acheter une résidence principale avec quasiment aucun fonds propre que les frais d'acquisition. Ouais, moi justement, j'avais entendu qu'il y avait 10% qui pouvaient être liés. C'est justement la confusion qu'on avait. Pourtant, il y a pas mal de personnes qui en parlent. Mais pour moi, il y avait 10% qui étaient liés au deuxième pilier, troisième pilier, on va dire, et apport si on n'a pas. Et le deuxième 10%, c'était uniquement du cash. Mais non, du coup, il y en a un qui empiète sur le deuxième pilier et l'autre qui peut être mis via le troisième également. Donc, on peut quasiment investir sans cash si vraiment on a rempli ces 2 facteurs-là. Exactement. Ok. Ouais.
Et après, pour la partie du coup des 15% restants, parce que 35%, ça fait 20% plus 15%, j'avais entendu remboursement direct, remboursement indirect via la prévoyance du troisième pilier. Qu'est-ce que tu en penses et comment ça fonctionne? Ouais, ça c'est valable uniquement pour la résidence principale de nouveau. Hein. C'est pour un bien de rendement, c'est pas possible, mais Ok. ce qui est possible de faire, parce qu'il y a un avantage fiscal en Suisse à être endetté assez important. On pourra en venir sur la fiscalité tout à l'heure, mais en gros, quand vous achetez typiquement cette résidence principale-là, vous pouvez sortir le deuxième pilier pour financer l'acquisition de la résidence principale, mais vous pouvez aussi nantir le deuxième pilier. Et ça, c'est la meilleure option. C'est-à-dire que vous le mettez en garantie auprès de l'établissement de financement et vous ne le sortez pas. Ce qui vous permet d'être endetté à 90%. Vous mettez que les 10% de cash nécessaires, là, qui sont des directives effectivement de l'ASB obligatoires. C'est-à-dire 10% de cash, c'est obligatoire. Et puis le reste, ça peut être un financement. Et justement, la LPP, donc le deuxième pilier, peut être mis en garantie auprès de l'établissement de financement. Et donc, vous pouvez avoir un financement de 10% d'apport et 90% de dette. Mais donc, ça demande des revenus conséquents. Mais si vous avez des revenus conséquents, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus, où je dis que le meilleur moment pour acheter sa résidence principale, c'est certainement entre 38 ans et 48 ans. Je dirais que c'est juste avant la cinquantaine. C'est parce que c'est un âge ou une tranche d'âge dans laquelle on a déjà travaillé un moment, donc on a déjà un troisième pilier en général, on a déjà un deuxième pilier qui est plus ou moins garni parce qu'on a travaillé, on a cotisé. Donc on a déjà du cash qu'on ne peut pas utiliser autrement que pour acheter sa résidence principale, parce qu'on ne peut pas utiliser ce cash pour acheter un bien de rendement. On peut l'utiliser pour la résidence principale. On va simplement l'investir pour acheter sa résidence principale. Donc on va pouvoir acheter sa résidence principale en mettant quasiment aucun apport, seulement de l'apport pour les frais d'acquisition. Donc c'est pour ça que c'est une tranche d'âge parfait. Puis au-delà de 40 ans, de 50 ans, pardon, là vous rentrez dans un âge où vous pouvez pas retirer l'entièreté de votre deuxième pilier, vous pouvez plus maintenant, ce qui est complètement absurde d'ailleurs, ce qui a été changé assez récemment, en 2021 si je ne me trompe pas, mais ce qui est complètement ridicule. Premièrement, et deuxièmement, ce qui vous parce que la propriété immobilière en Suisse, l'accession à la propriété, c'est quelque chose qui devrait être, à mon sens, plus promu. Premièrement, et deuxièmement, c'est un quatrième pilier pour sûr, voilà, pour les gens. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre qu'on vous freine à l'utilisation du deuxième pilier pour acheter votre résidence principale. À partir de 50 ans, j'arrive pas à comprendre. Pour des questions évidemment à la retraite, voilà, de prévoyance, d'organisation, de prestations, mais honnêtement, c'est un pilier tellement important. Je veux dire, si en 15 ans, vous perdez de la valeur sur votre bien immobilier, c'est que vous avez fait un achat absolument ridicule en Suisse. Voilà, c'est pour ça que je comprends pas. Mais enfin, bon, bref. Au-delà de 50 ans, après, plus vous approchez la retraite, plus aux yeux de la banque, vous serez considéré comme un pré-retraité. Et plus on va considérer vos revenus d'une fois que vous serez à la retraite qui, pour le 99% des cas, diminue avec le revenu que vous avez aujourd'hui. Donc, ce sera plus compliqué d'acheter. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis ensuite, l'amortissement de la dette, donc le remboursement de la dette, vous pouvez le faire de manière directe ou indirecte. Direct, c'est-à-dire vous remboursez la dette, donc vous avez vos dettes qui diminuent auprès de la banque. Et vous avez une augmentation diminution des intérêts, par contre augmentation d'impôts, parce que vous augmentez évidemment, vous remboursez la dette, donc vous augmentez votre fortune et vous diminuez les intérêts passifs qui sont eux déductibles de vos revenus. Et ce que vous pouvez faire pour pallier cette problématique fiscale éventuelle, c'est de constituer un troisième pilier à la place de rembourser la dette directement. C'est-à-dire que vous gardez une dette maximale de l'ordre de 80% par exemple, donc 800 000 pour 1 million. Et en fait, au lieu de rembourser petit à petit cette dette, vous allez remplir un troisième pilier qui est mis en garantie auprès de l'établissement de financement, qui est aujourd'hui de 7 200 francs par année maximum, déductible. Donc vous avez la possibilité de remplir ce troisième pilier qui est déductible fiscalement chaque année de vos revenus, plus de garder l'intérêt passif maximal qui est aussi déductible de vos revenus. Voilà. Et ça, c'est l'optimisation fiscale la plus importante. Ok, donc oui, donc là, par exemple, pour les permis B, pour les nouveaux arrivants en permis B, eux, ça sera principalement sur la TOU qui pourront venir déduire cette partie-là, contrairement à... Et pour ceux qui seraient frontaliers et qui viendraient tout de suite, c'est sur le statut du quasi-résident. Parce que vous, en tant que résident en permis C, c'est l'imposition à la fin de l'année, uniquement. Non, c'est le 1er janvier 31 mars aussi, non ? Pour remplir la déclaration d'impôt. Oui, voilà. Ouais, c'est 1er janvier 31 mars aussi. Ok. Donc oui, c'est juste que vous payez l'impôt après avoir déclaré, vous, dans votre cas, vous. Au lieu de le payer en anticipé et après on vient rectifier la somme par la suite.
Mais ok, ok. Et en fonction, parce qu'on peut déduire ça, on peut déduire les travaux, les rénovations, me semble-t-il aussi. Charge de copro. Alors c'est une grosse discussion qu'on a aujourd'hui sur le marché parce qu'on va voter en septembre maintenant sur l'abolition de la valeur locative, qui est un impôt très très suisse-au-suisse, hein. Ok. C'est un impôt pour tous les propriétaires de résidences principales et secondaires, un impôt fictif sur votre propriété. Ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une maison, c'est un impôt de solidarité entre propriétaires et locataires. Donc c'est une augmentation de vos revenus théoriques fictives puisque vous ne payez pas de loyer. Ok, donc c'est l'économie théorie potentielle du loyer que vous faites qui augmente vos revenus sur lequel vous êtes imposé. Et comment ça marche concrètement? Si vous avez une maison par exemple que vous pouvez, ou un appartement que vous pouvez louer 2000 francs par mois, disons, on prendra par exemple 1500 francs de valeur locative par mois, x 12, 18 000 francs par année, c'est 18 000 francs que vous allez augmenter, dont vos revenus vont être augmentés, sur lequel vous êtes imposé. Donc évidemment, c'est un impôt qui peut être, qui est très discutable, d'ailleurs qui est très discuté au sein des parlementaires en Suisse depuis très longtemps, depuis 25 ans. Certainement, Ok. on parle de l'abolir depuis très longtemps. Il n'a jamais été aboli. Et aujourd'hui, on va voter pour la première fois là-dessus. Effectivement, enfin, pour la première fois, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on vote dessus, mais on va voter, donc c'est très concret maintenant, en septembre, sur le oui à l'abolition de cette valeur locative, de cette imposition. C'est une situation très particulière aujourd'hui parce que la gauche et la droite s'opposent à l'abolition de la valeur locative. C'est très rare de voir ça, mais c'est simplement parce que, en tout cas, la droite et la gauche suisse romande s'opposent, et on a une petite partie, minorité, mais majorité parlementaire de droite conservatrice suisse alémanique, Ok. qui sont des propriétaires âgés, qui ont besoin de peu d'entretien de leur bien immobilier, qui sont pour l'abolition de cet impôt. Pour l'expliquer concrètement, c'est assez simple. En fait, l'augmentation, par exemple, de 18 000 francs par année. Mhm. Donc, j'ai pris d'ailleurs un exemple d'un appartement qu'on louerait 2 000 francs par mois sur le marché et on récupère seulement 1 500 francs de valeur locative par mois, simplement parce que voilà, le service des contributions considère que il retient une valeur locative légèrement inférieure à ce que le bien immobilier pourrait être loué sur le marché. Voilà, tout simplement, c'est pour ça, hein. Donc j'ai dit 1005, ça peut être 1003, ça peut être 1100, ça peut être Ouais, c'est 1007, voilà, c'est égal, mais pour prendre 1005 comme exemple facile. Donc vous augmentez de 18 000 francs vos revenus avec cet impôt sur la valeur locative parce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, puis ensuite vous allez déduire petit à petit, vous allez déduire, pas petit à petit, vous allez déduire simplement les intérêts passifs que vous payez à la banque, vous allez ok. déduire les frais d'entretien sur le bien immobilier, donc des frais d'entretien de la propriété de manière générale. Et donc, ce que veut cette loi, en abolissant cette valeur locative, c'est si on supprime cet impôt, on supprimera aussi les déductions. Ça veut dire qu'en réalité, la suppression de cet impôt sur la valeur locative euh, va être favorable, va favoriser plutôt les personnes âgées qui sont propriétaires d'un bien immobilier sans dette, pour lequel ils n'investissent plus pour faire de l'entretien sur ces propriétés parce qu'ils attendent de mourir, en gros. Donc c'est vraiment, on est en train de favoriser un tout petit pourcentage de la population et pas du tout les personnes qui ont besoin vraiment d'accéder à la propriété grâce à l'effet levier de la dette. Ok. Donc en fait, c'est une situation très particulière. Donc évidemment, la droite initialement voulait supprimer l'impôt sur la valeur locative et, et en contrepartie ne pas supprimer les déductions possibles, Mhm. logique. Et puis la gauche, par contre, voulait, si la suppression de la valeur locative, il faut supprimer toutes les déductions. Mais donc, évidemment, quand les taux d'intérêt sont très bas, ça reste avantageux de ne pas avoir cette valeur locative. Mais quand les taux sont élevés, ça devient plus avantageux de ne plus avoir les déductions possibles. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant la gauche et la droite, en Suisse romande en tout cas, s'opposent à ça. Et puis surtout parce qu'on est dans un cycle de rénovation massif du parc immobilier. Donc on est aussi dans un cycle d'investissement massif dans les entretiens. Et donc là, s'il n'y a plus cet avantage pour l'entretien des biens immobiliers et des rénovations énergétiques, surtout aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on discute, évidemment c'est parfaitement ridicule. Ça n'a aucun sens, ça va complètement dans le sens contraire de ce qu'on veut. Et ça va évidemment promouvoir le travail au noir, puisque si vous ne pouvez plus déduire les factures que vous avez des artisans qui vont faire des travaux dans votre propriété, je veux dire, vous avez tout intérêt à faire du travail au lac, quoi. Donc voilà. Ok. Et alors moi j'avais une question parce que tu m'as dit que t'as dit qu'on restait endetté à hauteur de 65%, toujours sur ces mêmes biens. Mais est-ce qu'on peut rembourser cette somme? Est-ce qu'on est obligé de la rembourser? Et pourquoi on devrait ou on devrait pas rembourser cette dette? On peut la rembourser, c'est possible de la rembourser. Moi, je recommande pas forcément la rembourser.
Ok. C'est possible, mais ça a pas d'intérêt. Parce que ça n'a pas d'intérêt économique ni fiscal de le faire. Donc, rares sont les personnes qui le font en entier, honnêtement. Mais c'est possible de le faire. La banque va pas s'y opposer. Elle ne le Ok. recommande pas. Bah, je donne un exemple très concret en fait. J'ai moi-même acheté un appartement que j'ai dans une SARL là, issu d'un projet. C'était l'appartement le moins bien sur le projet. Et puis je l'ai gardé, c'est tout récent. Et puis je me suis dit, bah, ça peut être un appartement, je le loue et j'ai pas besoin du loyer qui est généré. Donc en fait, je veux utiliser tout le loyer pour rembourser la dette. Alors Ok. c'est complètement contradictoire avec tout ce que je dis jusque maintenant. mais je me dis, si c'est un appartement voilà, qui vaut 600 000 dans 20 ans, j'aurais remboursé toute la dette. C'est un appartement qui justement sera 600 000 de fortune, immobilisé là-dedans, que je sais que j'ai en backup. En fait. Et c'est plutôt dans cette direction-là, dans ce sens-là, que je voyais ce projet. Et donc voilà, tout simplement. Ouais, plutôt dans la constitution du patrimoine et peut-être pour saisir un autre coup si tu veux faire une hypothèque dessus par la suite. Mais Ouais. c'est pas quelque chose qui va être recommandé fiscalement parlant, on va dire. Bah non, mais et ce qui est intéressant dans ce cas concret que j'ai là, c'est que quand j'ai dit ça au banquier, j'ai dit, ben voilà, moi mon intérêt c'est de le garder à long terme, puis je veux amortir la dette au maximum. Bah, il m'a dit, non, mais écoute, la première année, amortis normalement le minimum possible, puis on verra dans un an, si tu veux amortir plus, tu peux. Enfin voilà, ça me fait marrer du coup, la banque met pas du tout ça en avant, la banque n'a pas d'intérêt non plus à ce que la dette soit remboursée en entier, mais Ok. vous n'avez pas d'intérêt non plus. Donc le propriétaire n'a pas d'intérêt, la banque n'a pas d'intérêt. Et tout le monde gagne de l'argent, je dirais. Tout le monde économise de l'argent en gardant la dette, qui est une bonne dette en immobilier. Et alors, on n'a pas pu y revenir dans ce podcast, c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais tu as parlé que tu as acheté. Tu as acheté à quel âge, du moins, comment sont passés tes premiers achats? Parce que là, tu viens de parler que tu as fait un premier bien, mais quand c'est que tu as commencé à acheter et de quelle manière? Ouais, j'ai fait un investissement. Bah, le tout premier que j'ai fait, en fait, bah, j'ai fait une vidéo YouTube hein, là-dessus, hein, Sur le premier bien? sur le tout premier bien. Ok. Ouais. Donc c'est disponible sur YouTube. J'explique en entier. Mais j'ai fait une première. D'ailleurs, j'ai bien fait de faire ça parce que je me dirais dans 30 ans, je pourrais regarder ça, ce sera intéressant. Le tout premier achat, c'était en 2020, du coup. C'était à 22, 21, 22 ans, pile pendant mon anniversaire en fait. Je crois que j'ai récupéré d'ailleurs les clés le jour de mon anniversaire, donc mes 22 ans. Je suis de 98 moi. C'était en été 2020. Et donc j'ai acheté un appartement que j'ai rénové et rendu. Et, et puis ça s'est assez bien passé, mais j'ai fait moi les travaux. Donc j'avais économisé un maximum d'argent en faisant du courtage justement. Je vivais Ok. chez mes parents, voilà. Et j'ai économisé un maximum d'argent. Et dès que j'ai eu 50 000, j'ai acheté cet appart. Ça, c'était l'objectif. Et puis après, pour les travaux, bah, j'ai fait moi beaucoup de travaux parce que c'était le seul moyen de se faire financer, quoi. Ouais, donc on en revient quand même, si on pouvait reprendre la petite étape au début de l'interview, mais c'est que on en revient quand même que bah, tu dis ne pas avoir grand-chose à dire sur ta vie personnelle, mais tu t'es quand même mis dès le début dans des conditions d'acheter très jeune, ce qui ne serait pas forcément le cas de toute personne étant née dans les mêmes conditions que toi. Donc il y avait quand même un attrait relativement jeune d'aller épargner, de se positionner également sur ce domaine. Moi, je sais pas, à 22 ans, je joue encore aux billes, je dis des bêtises comme ça, mais voilà, c'est pas forcément les objectifs que j'ai. Moi, mes objectifs ont commencé à 25 ans. Ouais. Donc, il y a quand même un attribut, un entrepreneur derrière l'entreprise qui fait des choix que pas forcément d'autres auraient fait au même âge. Ma stratégie de base, moi, c'était simple. Je faisais du courtage, donc j'avais pour objectif de faire quelques opérations Inved, SARL à la base. Ça a été créé pour acheter le premier bien immobilier. Donc, Ok, Et après, j'ai transformé Inved en SARL en SA. Et ça a servi après à faire des investissements plus. Enfin, à faire développer une activité d'exploitation. Mais en gros, initialement, ça servait à acheter des biens immobiliers pour les acheter, rénover et revendre. ok, J'ai fait une autre SARL qui sert à acheter, garder les appartements. Et puis donc, mon idée, c'était je fais du courtage, je génère du cash, qui finance ma vie, etc. Je fais des opérations, j'achète, je rénove, je revends, j'achète, je rénove, je revends. Et puis avec cet argent-là, ben, chaque année, j'achète un appart, tu vois, un truc comme ça, pour ok. faire du rendement. Et c'était ça ma stratégie de base, qui est très très bonne d'ailleurs, que je trouve toujours très très intelligent. Mais bon, ma carrière étant partie en couille complet, j'ai changé complètement de stratégie depuis. Et puis là, je reste vraiment sur mon optique, c'est je veux faire des opérations de courte durée maintenant jusqu'à ma trentaine au minimum. Puis ensuite, à partir de 30 ans, réfléchir à faire du rendement. Mais Ok. aujourd'hui, je veux pas faire du rendement avant. Et est-ce que Voilà. tu peux parler un petit peu, avant de revenir un peu plus précisément sur l'immobilier et notamment après les crédits, mais comment s'est passé ton premier bien, ton premier achat? Est-ce que Ouais. tu aurais des choses un petit peu à nous dire là-dessus? Alors, c'était dans la région dans laquelle je faisais du courtage, hein.
Donc c'était En vraiment, Valais? je la connaissais, ouais, en Valais, je la connaissais par cœur cette région. Ok. Et j'ai vu cet appartement qui était, que j'ai négocié, il était en vente 230 000, j'ai acheté 210. Ok. 210 ou 215? Non, 210, je crois, parce que j'ai fait 230, j'ai fait une offre à 200, ils ont dû dire 215 et j'ai dit 210, un truc comme ça. Voilà. Il me semble que j'ai acheté 210 000. Mais ça, vous pourrez trouver sur la vidéo sur YouTube, je le dis précisément. Ouais. Voilà, c'est 210 ou 215, je crois que c'était 210. Et j'ai mis 50 000 francs d'apport et du travail personnel, parce que c'est une particularité du marché immobilier suisse, c'est qu'en financement immobilier, on peut apporter 10% de la valeur du bien immobilier maximal avec du travail personnel qu'on fournit. Voilà. Ça fonctionne. Donc ça veut dire Et que ça rentre dans quel rang? Ça rentre dans la partie Fonds troisième pilier? fonds propres. Celui qui est accordé au troisième pilier, pas celui qui est accordé au deuxième. Alors là, c'est un investissement, hein. Donc moi dans mon cas, mais effectivement c'est oui. Alors la partie au troisième pilier, c'est comme le cash pur. Ok, Exactement. C'est comme le cash pur, mais, Donc ça permet mais aussi de se là c'est un dédonner. investissement, donc il n'y avait pas de deuxième pilier, troisième pilier, hein. Donc tu as 20% d'apport cash Ok, comme ça. ok. Et moi j'avais un bout, c'était fait avec, j'avais mis 50 000 et un bout, c'était fait avec mon apport personnel que je faisais de travail. Et donc ce que j'ai fait de très 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 intelligent à l'époque sur ce dossier, et que j'ai répliqué après sur les autres dossiers qui suivaient, c'est que dès le départ, en fait sur le premier deal que j'ai fait, j'ai appris à utiliser SketchUp. SketchUp qui est un logiciel pour faire des plans en 3D. Et donc j'ai modélisé l'appartement en 3D. Et puis ça j'ai appris sur YouTube en fait, hein. J'ai acheté une formation d'ailleurs en ligne. Je me suis formé sur l'utilisation de SketchUp. J'ai appris un peu avec des vidéos YouTube aussi. Puis après j'ai acheté et j'ai acheté une formation pour utiliser V-Ray for SketchUp. C'est c'est un logiciel pour mettre de la texture sur des modélisations 3D qu'on fait pour faire du rendu virtuel, réel, voilà, de photos 3D d'un bien immobilier. Et donc j'ai modélisé en 3D, j'ai mis les textures, etc. J'ai appris à faire et comment le faire. Et d'ailleurs, ça, je pense qu'il doit y avoir des images certainement sur la vidéo que j'ai partagée sur YouTube, des 3D que j'ai faites. Et puis en fait, je l'ai mis en ligne pendant les travaux. Donc j'ai fait le dossier de vente avec la réalité virtuelle que j'avais réalisée sur les 3D. Et puis j'ai fait un dossier de vente et j'ai mis en ligne. Et puis là, j'ai mis en vente et j'ai vendu après 3 visites, un truc comme ça. Et j'avais vraiment fait un bon travail. Honnêtement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait à cette époque-là avec ce genre de 3D. Et j'ai regardé encore la semaine dernière des photos d'un autre appartement, pas celui-là, mais de 3D que j'ai fait versus réalité. Et on était vraiment proches. Et je trouve que c'était vraiment du bon job, quoi. Mais enfin bon, c'est une autre question. Maintenant, j'en fais plus évidemment, j'ai pas le temps. Et voilà, j'ai plus le temps de faire ça. Mais je trouve que c'est à refaire. Typiquement, j'aurais fait architecte comme formation de base. J'aurais fait exactement mon parcours, mais j'aurais rajouté de l'architecture. Oui. Et parce que l'architecture, c'est l'effet de levier le plus important dans les investissements immobiliers. Parce que premièrement, c'est l'effet de levier le plus important pour le financement. Parce qu'en étant architecte, tu peux justifier les plans que tu fais comme du travail que tu réalises. Tu peux justifier la direction de travaux comme du travail que tu réalises, ce qui est vrai. Et tu arrives très facilement à 10% de la valeur du bien immobilier. Donc en fait, c'est de l'enveloppe globale du bien. Donc typiquement, 800 000 plus de 200 000 de travaux, 1 million. Okay, 100 000 francs t'apportes toi comme travail que tu fais. Et donc ça, tu arrives en étant architecte. Pas à tous les coups évidemment, mais tu peux arriver en étant architecte. Voilà, tu peux justifier. Et assez facilement. Et donc c'est l'effet de levier le plus important pour de l'investissement immobilier, d'un point de vue financement et aussi d'un point de vue juste investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un projet, l'architecte, c'est le premier qui commence à vous coûter de l'argent. C'est lui qui fait l'étude de faisabilité, c'est lui qui fait les plans initiaux pour mettre à l'enquête, ou alors pour faire le plan pour un projet, n'importe quel projet, pour demander des offres de devis. Et donc, si vous pouvez faire vous ça, vous évitez des frais initiaux, ce qui vous permet de rentrer dans des dossiers sans avoir d'apport, sans avoir de cash. Et donc, moi, très clairement, si je devais refaire ma carrière, je ferais dessinateur en bâtiment ou architecte pour pouvoir faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, des très gros sont architectes, hein. Typiquement Constantin, c'est un dessinateur en bâtiment de base, c'est comme ça qu'il a pu lancer ses projets. Ok. Et voilà. Mais par contre, je bosserai jamais comme architecte. Tu bosseras jamais. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est sous-payé de fou, je trouve. Ok. Et pour des architectes même qui bossent dans des bureaux d'architectes. Donc l'architecture, je l'utiliserai comme effet de levier, exactement comme j'ai utilisé les 3D que j'ai faites. Pour faire les... C'est-à-dire pas pour mon activité d'investissement, mais pas pour être architecte. Et voilà. Et au niveau, pour parler un petit peu des financements, parce que je sais qu'il reste quelques questions, mais au niveau les demandes de prêt, comment ça fonctionne? Comment ça s'articule? Quel est le taux d'endettement en Suisse? Est-ce que c'est comme en France ou pas? Parce que je sais que j'ai une audience principalement quand même française, même si je crois que j'ai 15% de Suisse, hein. Ok. Mais j'en ai beaucoup des Français qui veulent s'expatrier en Suisse ou qui sont déjà résidents maintenant. Comment ça fonctionne les prêts?
la partie prêt bancaire. D'ailleurs, nous, on a aussi beaucoup de clients français. Ok. Beaucoup de clients français. Et j'ai le sentiment que les Français fortunés ont une pression assez importante sur les épaules aujourd'hui pour trouver une solution pour protéger leur fortune. Et j'ai le sentiment qu'il y a une perte de confiance absolument énorme chez les Français dans le gouvernement, dans leur fiscalité, dans leur fortune privée et professionnelle. Et il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de demandes de personnes qui... Ouais, de Français qui veulent venir Ouais. s'expatrier. De Français qui la majorité sont déjà là. Ils se Ouais. disent, ok, je suis là maintenant, j'ai permis B ou j'ai permis C. Enfin, ou permis B pour les Français qui viennent d'arriver pour cette phase qu'on a maintenant, qu'on est en train de vivre. Et ils se disent, je veux tout ramener en Suisse parce que je veux protéger mon patrimoine et je veux investir ici. Ok. Ça, j'en ai beaucoup. Ok. Ouais, donc Et ça donc- se démocratise. C'est comme ça que j'ai un peu de connaissance quand même de comment fonctionne le marché immobilier français parce que je leur pose quelques questions. Et c'est là que je vois un peu les différences qu'il y a entre eux et nous. Une différence fondamentale qu'il y aurait peut-être, c'est sur le calcul de capacité d'endettement. Si on parle de Ok. prêt immobilier, c'est Mhm. une banque suisse, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est assez simple en fait. Dans n'importe quel financement qu'elle peut réaliser, elle a besoin de garantie. Et ça, c'est comme n'importe quelle banque, hein. C'est comme ça que fonctionne une banque. Et elle a besoin d'une garantie sur la fortune, une garantie sur les revenus. La garantie sur la fortune, c'est est-ce que la valeur du bien immobilier que tu es en train d'acheter correspond bien au prix que tu es en train de payer. Et donc, si vous achetez une maison qui vaut 1 million en Suisse, vous êtes en train de payer 1 million, la banque va faire son évaluation. Si elle évalue que ça vaut 1 million, elle va effectivement vous prêter sur la base de 1 million, les fameux 80% pour une résidence principale. Okay, si c'est un bien de rendement résidentiel, par exemple, ce sera plutôt 75%, et elle va prêter sur la valeur de 1 million. Si la valeur que la banque estime, c'est 800 000 et vous êtes en train de payer 1 million, elle va baser son financement, donc 80% sur 800 000 et pas sur 1 million. Ça veut dire que vous allez devoir, elle va vous prêter du genre 600 000 par exemple, un peu plus, 600 et des poussières. Donc elle va vous prêter 600 000, vous devez mettre donc les 200 000 pour arriver aux 800 000, plus les 200 000 pour arriver au million. Okay, donc là, vous devez mettre beaucoup plus d'apport d'un coup. Si vous achetez quelque chose de surévalué, si vous êtes prêt à payer trop cher par rapport à ce que vous êtes en train Donc d'acheter. plus d'apports à mettre en place. Exactement. C'est ce qui arrive beaucoup avec les valeurs d'amateurs, les biens immobiliers d'amateurs. C'est ce qu'on appelle des objets de luxe, par exemple. Vous achetez un chalet à Verbier, vous êtes en train de payer 14 millions pour 160 mètres carrés. La banque ne va jamais pouvoir le valoriser à 14 millions. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous demander 50-60% d'apport. Ok. Ça, c'est pour la première, la première option, enfin la première garantie, en gros, ça, c'est sur la fortune. Si à l'inverse, vous êtes en train de payer 1 million pour un bien immobilier qui vaut 1,2 million, alors là, la banque vous finance sur 1 million aussi, et pas sur 1,2 million. C'est ce qu'on appelle le principe de la valeur la plus basse. Et c'est pour ça que c'est une exigence des directives de l'Association suisse des banquiers, que j'ai eu d'ailleurs en podcast. Ok. Elles sont un peu la police des banques qui donne les directives aux banques. Et eux-mêmes sont en contact avec la FINMA qui donne les directives à l'ASB, la FINMA qui est l'autorité financière suisse. Et donc ce que l'association suisse des banquiers fait, c'est qu'elle va dire, le principe de la valeur la plus basse, c'est que entre le prix que vous payez et l'estimation que la banque fait, elle doit garder le plus bas des deux pour baser son financement. Okay. Voilà. Donc si en gros elle valorise plus haut que ce que vous êtes en train de payer, elle doit financer sur ce que vous êtes en train de payer. Si elle valorise plus bas que ce que vous êtes en train de payer, elle va financer sur la base de ce qu'elle valorise, elle. Et ça, c'est pour la fortune. Et donc, dans la fortune, évidemment, rentrent les fonds propres, parce que vous avez assez de fonds propres pour acheter ce bien immobilier. Ensuite, elle va se concentrer sur les revenus. C'est l'autre garantie. Donc ça, c'est la garantie du paiement des charges théoriques que vous allez avoir quand vous êtes propriétaire de votre maison. Et là, il y a une particularité avec les banques en Suisse, c'est qu'on prend vraiment c'est un système très suisse-allemand, avec très sécurisé, avec un système de pantalon, bouton, ceinture, bretelles, parachute, pour être sûr vraiment que si jamais le monde s'écroule, vous êtes encore capable de payer vos intérêts passifs. Okay. Et comment ça marche? C'est qu'aujourd'hui en Suisse, vous avez des taux d'intérêt qui vont entre 1 et 1,5%, plus ou moins. À 10 ans, j'ai allé entre 1 et 2% à 10 ans, parce qu'il y a des marges, très élevées en fonction des établissements de financement aujourd'hui, si elle veut vous financer ou pas. Donc vous êtes entre 1 et 2% sur un taux bloqué sur 10 ans en Suisse aujourd'hui. Et ce que la banque fait, c'est que dans le calcul théorique des charges qu'elle va imposer dans votre calcul de capacité d'endettement, elle va vous imposer 5% de dette, de taux d'intérêt sur la dette. Et donc sur un bien immobilier à 800 000, c'est relativement élevé. Okay. Un bien immobilier à 1 million. Donc typiquement, par exemple, sur un bien immobilier à 1 million, donc une maison que vous achetez à 1 million, 5% sur 800 000, c'est 40 000 francs par an. Donc elle va partir du principe que votre maison vous coûte 40 000 francs par an, alors même qu'elle va vous coûter 10 000 francs par an.
Ok. Donc, ce qui est pharaonique comme différence. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc elle va vous dire, votre maison que vous achetez 1 million, elle va vous coûter 40 000 francs d'intérêt, plus à peu près 1% d'entretien sur la valeur de la maison, donc 10 000 francs, plus 1% d'amortissement que vous êtes obligé d'amortir au début quand vous achetez. Et donc vous avez 60 000 francs de frais annuels théoriques. Alors même que votre maison, en réalité, va vous coûter 15 000 francs par année. Okay. Donc elle prend vraiment des sécurités très larges. On est sur un ratio d'à peu près 4 fois plus que la réalité. Ce qui est plus ou moins correct. Et donc vous, ce que vous devez justifier comme revenu, quand vous achetez votre résidence principale, c'est 3 fois plus que ce montant-là. Donc en gros, vous devez avoir des revenus bruts annuels de 180 000 francs pour une maison à 1 million. Sur un financement classique. Ce qui est beaucoup. Et la différence qu'il y a certainement avec la France, c'est plutôt pour un bien de rendement. Donc ça, j'imagine que c'est assez similaire, à l'exception vraiment du calcul théorique avec 5%. Je pense qu'en France, ça se fait sur le taux réel que vous négociez avec la banque. Ici, c'est un calcul théorique. L'autre option, c'est si vous achetez un bien de rendement, et là, je pense qu'il y a une différence fondamentale. En tout cas, c'est mon expérience que j'ai avec les clients français qu'on suit. Ils ont de la peine à comprendre ça. C'est si vous achetez un bien immobilier de rendement, la banque s'en fout des revenus que vous générez vous. Ça veut dire que là, la garantie change. Ça veut dire que la garantie des fonds propres, c'est la même, mais la garantie du paiement des charges théoriques, c'est plus vos revenus qui les supportent. C'est les revenus locatifs générés par le bien immobilier lui-même. Donc en gros, si vous achetez une maison à 1 million et que vous générez un revenu annuel sur cette propriété, eh bien c'est ce revenu-là qui sera qui sera challengé avec les charges théoriques que la banque calcule. Et donc si vous achetez une propriété à 1 million qui rapporte 60 000 francs par année de revenus locatifs nets, eh bien, vous n'aurez pas besoin de justifier aucun revenu. C'est-à-dire que vous êtes au chômage, vous êtes à la retraite, vous pouvez acheter ce bien immobilier. Ok. Voilà. Ah ouais, ça c'est très différent de la France. Ah oui, puisque c'est toujours les revenus personnels qui sont pris en compte en France. C'est les revenus qu'on génère personnellement et non la valeur locative du bien qu'on est en train d'acheter. Sinon, ça pourrait peut-être positionner sur plusieurs coups. Et si demain, par exemple, j'ai un Français, quelqu'un d'une 40, cinquantaine d'années, qui est propriétaire en France et qui souhaite venir s'installer en Suisse, acheter en Suisse, qu'est-ce que tu lui recommanderais dans son schéma? Par quoi commencer? Parce que pour quelqu'un qui démarre sans rien, c'est d'avoir son apport, de commencer à le construire, peut-être pour acheter par la suite avec le financement en Suisse et la demande de crédit. Mais quelqu'un qui est déjà en France, qui a déjà commencé à acheter, parce que la majeure partie achète quand même en France, en tout cas quand ils sont frontaliers, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu lui recommanderais comme schéma? Comme type de bien acheté? Tout vendre et venir reconstruire? De quelle manière entre ce qu'il a en France et ce qu'il a en Suisse, ce qu'il peut faire investir en Suisse. On a des cas maintenant assez intéressants parce que alors un des principes un peu particuliers du marché immobilier suisse en termes de financement immobilier, c'est la possibilité d'augmenter l'hypothèque aussi. Ça veut dire que typiquement une maison dont je parlais avant, on n'en a pas parlé, peut-être c'est important de faire un petit virage là-dessus avant de parler de ça. Bien sûr. C'est vous achetez cette maison à 1 million, comme je l'expliquais, 200 000 d'apport, 800 000 de dette. Vous allez amortir 100 000 en 10 ans, donc 10 000 francs par année, 1% de la valeur du bien immobilier. Et donc après 10 ans, vous aurez 700 000 francs de dette. Sauf que la maison, elle vaudra par exemple 1,4 million, ce qui est une réalité, 4% de prise de valeur. C'est un peu moins par an avec les intérêts composés. On est à 3 et des poussières. C'est complètement réaliste, c'est la moyenne du marché suisse. Okay. Donc ça veut dire que vous achetez à 1 million, 10 ans après, ça vaut 1,4 million. Vous avez 700 000 francs de dette sur 1,4 million de valeur. Okay. Et donc ce que vous pouvez faire en Suisse, c'est dire à la banque, maintenant j'ai 50% de dette par rapport à la valeur du bien immobilier. Combien est-ce que tu peux me prêter pour augmenter la dette et que je récupère ce cash? Parce que vous avez beaucoup d'apports bloqués dans le bien immobilier. Okay. Imaginez si vous avez 700 000 francs de dette pour un bien immobilier à 1,4 million, vous avez 700 000 francs de, bien immobilier, de cash à vous bloqué dans la maison. Donc vous pouvez retirer une partie de ce cash. Comment est-ce que vous faites? Vous augmentez l'hypothèque, la banque vous rend 200 000 par exemple. Donc typiquement ici, ce qu'elle va faire, c'est vous rendre... elle va pouvoir augmenter l'hypothèque jusqu'à hauteur de 65-70% de la valeur du bien immobilier, pas comme un financement traditionnel normal, mais elle va pouvoir augmenter quand même. Et donc sur un bien immobilier qui vaut 1,4 million, ce sera assez facilement jusqu'à 900 000, 950 000, elle pourra vous augmenter la dette. Donc typiquement, si vous avez 700 000 de dette, vous pourrez augmenter de 200 250 000 la dette, récupérer ce cash. Et si c'est 200 000 par exemple, vous récupérez 200 000 de cash qui sont des fonds propres purs pour acheter un nouveau bien immobilier. Okay. Et avec ces 200 000, vous achetez 700 000, 800 000 de biens immobiliers de rendement. Okay. Vous pouvez splitter, acheter 2 appartements 400-400 par exemple. Ça, c'est une solution. Et donc ça, on a beaucoup de clients qu'on suit en Suisse qui font ça. Donc des propriétaires suisses, on a 2 tiers de clients propriétaires, des propriétaires suisses qu'on aide pour faire cette démarche-là et pour ensuite investir. Donc ça arrive. Et on a des clients français qui ont un peu le même schéma avec 2 banques, à Genève particulièrement. J'ai cherché d'ailleurs si en Suisse alémanique il y avait la même chose en Allemagne.
parce qu'évidemment, il y a le même schéma de frontaliers allemands qui viennent en Suisse Bien sûr. alémanique. J'ai pas trouvé encore, ça m'intéresse de savoir si quelqu'un sait. Avec plaisir, je prends l'information, même que ça nous arrive. Enfin, ça arrive une fois en 3 ans, mais bon, voilà, donc c'est pas très très important. Mais moi, ça m'intéresse juste de savoir. Mais en France, c'est possible pour un frontalier, et je pense que ça intéressera ton audience, une personne frontalière ou une personne, pas une personne frontalière parce qu'elle pourra pas acheter en Suisse, hein, mais parce que à cause de la LFAE, hein, donc Oui. c'est le territoire suisse, le résidentiel en Suisse est très protégé de l'emprise au sol par des personnes domiciliées à l'étranger. Mais un Français qui déménage en Suisse, qui a un permis B, il obtient son permis B, il peut acheter comme un Suisse. Et ce qu'il peut faire, c'est que s'il possède des biens immobiliers en France, le Crédit Agricole, donc Next Bank en Suisse, et la Banque du Léman, qui sont des banques à Genève, françaises à Genève, font des financements en France pour lever de la dette en France pour investir en Suisse. Donc c'est possible, imaginons, d'avoir un appartement sans dette en France qui vaut 500 000 francs à peu près, 500 000 euros, d'aller chercher 200 à 250 000 euros sur cet appartement, par exemple, avec une dette via une banque suisse, Banque du Léman ou Next Bank, récupérer ce cash, le rapatrier en Suisse. Ça, c'est un coût, hein, évidemment, avec le change euro-franc-suisse là aujourd'hui. Et puis investir en France-Suisse, en Suisse ici. Ça, je l'ai déjà fait avec des clients français qui habitent en Suisse avec permis B ou permis C. Et donc, c'est quelque chose de réel, de réaliste. Et ça Donc, marche c'est assez bien. venir faire une hypothèque sur la propriété en France, globalement. Exact. Ok, non, mais ça peut être super intéressant parce qu'en plus, j'ai l'image de quelques clients que j'ai qui sont déjà propriétaires en France et qui veulent venir aménager en Suisse. Notamment, j'en ai quelques-uns là en ce moment dans les accompagnements. Et je sais que ça, c'est une genre d'information dans laquelle ils peuvent être friands parce que justement, ils souhaitaient peut-être vendre à l'avenir ou en tout cas des solutions annexes parce que pour eux, l'immobilier en Suisse est beaucoup trop cher et surtout l'apport. Mais du coup, ça donne une solution annexe pour pouvoir réaliser le projet quand même. Ouais, complètement. Ok. Je pense qu'on est déjà pas mal, hein. On a fait aborder à peu près tous les sujets, du moins tous les sujets essentiels de l'immobilier en Suisse. Je sais pas si tu en as vu d'autres, toi, peut-être. Moi, ça m'a l'air d'être déjà pas mal, hein. Pour en tout cas des futurs investisseurs qui désiraient en apprendre plus et d'avoir les bases. Après, bon, comme je pourrais te dire, il faut aller voir la chaîne d'Edouard parce que on peut pas résumer en un podcast toute une chaîne où tu as combien de vidéos, tu m'as dit? Ah, on a posté maintenant. Alors, du long format, je sais pas. Mais toute vidéo confondue avec les shorts, on est plus de 3000 vidéos. Ouais, voilà, donc plus de 3000 vidéos, on ne pourra pas résumer ça en un épisode de podcast, mais en tout cas, ça peut être très intéressant si vous avez des questions complémentaires, en tout cas sur l'investissement, de venir le dire directement en commentaire. Et en fonction des questions, déjà, je pourrais y répondre ou il pourrait y répondre s'il passe dans l'espace commentaire, mais également peut-être te contacter directement sur tes réseaux s'ils ont des projets immobiliers directement. De toute façon, le lien sera disponible en commentaire. Puis s'il y a beaucoup de questions, on pourra projeter de faire un épisode 2 peut-être plus approfondi sur les questions de l'audience et non celles que j'aurais préparées. Mais en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi durant cette heure et demie. Je pense que ça va apporter beaucoup, beaucoup de valeur à l'audience. Pour ceux de l'audience, je vous invite à mettre un commentaire si vous avez des questions, laisser un like et un abonnement si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, merci Edouard pour cette intervention. Merci Jordan. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve à la prochaine. Plaisir. Allez, ciao, ciao.